Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Suite à quelques échanges sur le sujet il y a quelques semaines, j'ai eu envie de vous parler de mon rapport aux réseaux sociaux et surtout à Instagram. Donc pourquoi j'ai choisi d'y être présente en tant que prof, ce que ça m'apporte et ce que ça soulève aussi parfois comme doute. Donc un épisode sans filtre. Alors commençons d'abord par la raison pour laquelle je suis arrivée sur les réseaux. Donc j'ai d'abord commencé à publier un blog sur les conseils d'une collègue. En fait, j'avais déjà un blog de maman que j'alimentais assez régulièrement et j'avais beaucoup de plaisir à poser des mots sur ce que je vivais, ce que je pouvais créer en tant que maman comme en tant qu'enseignante. Et puis, moi qui adorais prendre les photos, c'était vraiment l'occasion rêvée de pouvoir illustrer moi-même mes articles. C'est un côté qui me plaît beaucoup, chercher les accessoires, trouver la bonne lumière, le bon cadre. Et c'est ce qui m'a amenée sur Instagram. Mon premier post, c'était la présentation de mon agenda maison sur le thème de Frida Kahlo. Alors, j'avais jamais eu beaucoup de retours sur mes blogs, donc je pensais pas du tout qu'il en serait autrement sur ce réseau. Ce qui me plaisait, moi, c'était de pouvoir visiter des comptes très différents, de regarder de jolies photos, de lire des textes en général très courts. Et puis, peu à peu, j'ai découvert des comptes de professeurs des écoles. Alors là, j'ai été enchantée, émerveillée. Et j'avais aussi ce besoin de lien, besoin de sortir de l'isolement que peut parfois représenter notre métier. On est très souvent seul dans nos classes, dans nos choix pédagogiques, dans nos doutes, nos difficultés. Et j'avais vraiment cette envie de partager ce que je vivais, ce que je testais, ce que je ressentais. Et c'est vrai qu'Instagram me paraissait être un espace vivant, inspirant, humain, un endroit où je pouvais montrer ce qui m'animait dans mon métier, sans jargon, sans institution. Voilà, juste moi, mon regard de prof, ma manière de faire, mes intuitions. Donc très vite, ce qui m'a apporté, c'est le partage. Donc pas seulement le partage de ressources, mais partage d'émotions, de réflexions, de vision de l'école. Partager, pas pour convaincre, mais pour ouvrir des perspectives aussi. Créer du contenu, c'est pas juste poster, c'est aussi penser sa pratique autrement, se demander ce qu'on transmet, ce qu'on veut montrer. Et c'est l'occasion de rencontrer des collègues qui ont une vision de l'éducation et de l'école qui rejoignent la mienne. Donc bienveillance, créativité, légèreté. Moi qui me suis souvent sentie un peu à l'écart dans ma pratique, je lisais des collègues qui avaient les mêmes questionnements, les mêmes envies, donc c'est rassurant, c'est galvanisant même. Et puis j'ai aussi trouvé ce que je vous disais tout à l'heure dans la création de contenu, c'est une vraie source de plaisir à écrire, créer, imaginer des visuels ou des posts, c'est une autre forme d'expression de mon métier et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc d'année en année, j'ai réussi à définir un peu un style qui me convient avec des visuels qui correspondent à ce qu'on appelle un peu une ligne éditoriale. Donc vous m'avez demandé si ça me prenait beaucoup de temps et comment je m'organisais pour poster tout mon contenu. Donc déjà, très important, il faut savoir que je dors très très peu. Donc il m'arrive tard le soir ou tôt le matin de créer des visuels sur mon téléphone, sur Canva pour mes futures publications. J'adore faire ça, ça me détend. Et puis parfois je me fais des petites séances photos, je regroupe 3 ou 4 posts d'un coup. Ça me fait un petit moment de création sympa, ça me détend. Donc, voilà, j'en prépare un peu à l'avance. Pour la communication, là par contre c'est le point qui devient un peu plus compliqué. Je reçois à peu près entre 100 et 200 messages par jour, voire plus. Et il faut reconnaître que parfois j'ai du mal à suivre. Alors, je pense que les gens ne se rendent pas compte du tout. C'est compliqué pour moi de me souvenir de tout le monde, surtout quand il n'y a pas de photo de profil. Et il arrive qu'on me demande des choses hyper précises qui nécessiteraient que je développe beaucoup, que je fasse des recherches moi-même. Donc parfois je réponds rapidement, surtout si la réponse peut être trouvée en 2 clics sur un moteur de recherche. Et puis d'ailleurs c'est pareil pour les publications, j'essaie vraiment d'être claire, je soigne les descriptions, mais je crois que certaines personnes lisent en diagonale parce qu'on me demande des précisions sur des choses que j'ai déjà expliquées, donc ça c'est un peu gênant et ça prend du temps, du temps que je n'ai pas forcément pour me répéter, je le fais suffisamment en classe. Après je suis rapide dans mon fonctionnement, je prends une photo, je fais une story en oubliant de vérifier si le correcteur a fait des bêtises et paf je poste, j'ai pas vraiment de routine, c'est comme pour tout le reste, je fais un peu comme j'en ai envie et je veux surtout pas que ce soit contraignant. Donc il y a des jours où j'ai beaucoup de choses à dire. Et puis c'est surtout si je suis toute seule, que quand les enfants sont là, j'évite de prendre trop mon téléphone. Mais si je suis toute seule ou quand c'est au collège par exemple, hop, je prends des petites photos, puis quand j'ai le temps et l'envie, hop, je partage, ou même dans la voiture, tac.
Je fais ma petite pause Insta et je poste mes petites remarques, mes petites choses, mes petites blagues. Voilà. Mais il faut que ça reste un plaisir et moi, sinon, je ne le continuerai pas. On va passer maintenant aux difficultés rencontrées, parce qu'évidemment, tout n'est pas simple. Et être prof sur les réseaux et sur Instagram, c'est aussi se heurter à des injonctions, des attentes et parfois même une forme de pression. Donc d'abord, il y a tout ce qui touche à la création de contenu même. On peut vite entrer dans une spirale infernale du spectaculaire, de la course au like. Ça, c'est clairement une chose dont je souhaite m'éloigner à tout prix. On a déjà suffisamment de charge mentale et de choses à penser. Si en plus, on se rajoute une pression avec les réseaux, alors là, on s'en sort plus. Et puis, il y a par exemple la question du rythme. Est-ce qu'il faut publier souvent ? Est-ce que si je disparais quelques jours, je serais oubliée par le fameux algorithme ? Pourquoi mes publications pédagogiques qui me tiennent à cœur ne sont pas likées ? Alors que quand je partage une simple fiche de grammaire, ça fait exploser les compteurs. Pour éviter les nœuds au cerveau et surtout ne pas dépendre de tout ça, parce que ça peut vite devenir malsain, moi j'ai choisi l'option masquer le nombre de likes. Quand vous avez un post, les 3 petits points haut à droite, vous cliquez, vous pouvez masquer le nombre de likes sous les publications. Comme ça vous voyez ni vos nombres de likes, ni ceux des autres. Bon, parfois j'oublie, mais en tout cas j'y accorde pas trop d'importance, parce qu'en fait ça veut rien dire du tout. Et j'avoue que j'ai toujours un peu de mal avec les gens qui réclament de partager, publier, poster. À partir du moment où on n'a rien à vendre, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, c'est mon avis. Autre sujet qui peut être douloureux, c'est la tentation de se comparer. Et ça, je vois que c'est quelque chose de très très compliqué. Je reçois des messages de collègues parfois qui me touchent beaucoup. Donc, la tentation de se comparer, c'est de dire que d'autres font mieux ou que d'autres font plus beau. On peut vite glisser de l'admiration à la jalousie. Et c'est justement en lisant ces retours de collègues sur mes propres publications que je m'en suis rendu compte. J'ai lu que je pouvais culpabiliser, que je pouvais susciter la jalousie, que je devais être une no-life pour travailler autant, que on m'accusait aussi de montrer que le positif. Bref, je croyais naïvement que les gens se doutaient bien qu'on ne montre pas tout sur les réseaux, mais en fait c'est faux. Je constate qu'on a vite fait de croire tout et n'importe quoi sur la vie des gens et de se comparer de manière bien malsaine. Donc comme pour moi la transparence est quelque chose de très très important, maintenant je n'hésite pas du tout à partager sur le linge qui déborde du panier. Et ça c'est vraiment quelque chose, j'ai compris que les gens, les collègues adoraient ce genre de publication ou de story. Le linge qui déborde, la voiture en bazar, le bureau encombré, les corrections en retard. Je sens que ça rassure, ça permet aux collègues de se sentir moins seuls. Oui, parce que on pourrait... certains font ce choix et je leur en veux pas du tout de ne poster que du beau, que les réussites, que les jolis documents, les belles séances et tout. Moi j'ai pas envie de rester là-dedans. Voilà, donc c'est important pour moi de partager aussi sur les difficultés en toute transparence, mais après il faut comprendre aussi qu'on peut pas tout dire. Là par exemple, si je suis en classe et que j'ai une classe très compliquée ou qu'il y a un élève qui pose problème, je peux pas en parler comme ça en direct en story ou dans un post. L'élève ou la famille serait susceptible de se reconnaître et puis il y a quand même une intimité à garder. Il y en a qui se filment carrément en classe. Et sachez que ce n'est pas du tout ma façon de voir les choses. On a quand même un minimum de respect à avoir envers nos élèves et leurs familles. Donc, je pense qu'il est important de dire quand ça va pas, et de montrer aussi les ratés. Il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'on peut pas forcément tout dire. Des fois, moi, je choisis de le faire en décalé. Donc, par exemple, l'année post-Covid, là où moi, j'avais vraiment un souci avec une classe, là, j'en ai pas parlé. De toute façon, j'aurais pas pu être en mesure d'en parler sur le coup. Mais j'ai choisi d'en parler 1 an ou 2 après, à froid, et puis comme ça, j'étais sûre que ça pouvait blesser personne. Alors, je parlais de comparaison et il y a aussi là, c'est un autre souci, j'ai assez vite senti qu'il y avait une sorte de compétition entre Instagrammeuses et je dois dire que ça m'a d'abord mis très très mal à l'aise. C'est vraiment, je me suis laissée embarquer là-dedans, j'étais témoin de conversations, de commentaires, etc. qui m'ont vraiment pas plu du tout. Donc j'ai décidé de couper les ponts avec les collègues qui scrutaient les autres comptes, qui comparaient le nombre d'abonnés, vérifiaient si leur publication faisait vendre des ouvrages sur Amazon, etc. Bon, ça c'est vraiment pas mon truc.
Donc j'ai préféré m'éloigner de ces personnes et ça m'a servi de leçon. Maintenant je crée ma bulle. Il y a des pratiques que je ne veux pas voir, qui me heurtent ou qui m'agacent. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans le jeu des copinages hypocrites, des tentatives de faire le buzz, etc. Donc je bloque ou je restreins beaucoup de comptes de collègues qui ne me nourrissent pas ou qui m'agacent, qui filment les élèves en classe, qui réclament des likes, qui font du buzz. Bref, je les vois plus, donc je respire. Mon compte Insta, c'est ce que j'en fais. C'est-à-dire que je choisis de lire des personnes qui me font réfléchir, qui m'aident à remettre en question ce que je fais ou ce que je pense, de façon saine, et puis surtout qui proposent un contenu avec lequel je suis alignée. Par ailleurs, je voulais aborder la question des commentaires et messages désobligeants, voire violents. En fait, je me rends compte que j'ai été plutôt épargnée durant toutes ces années. Bon, il y a bien une fois en fait, j'ai un autre compte que je n'alimente plus, ça s'appelait Prof et j'enseigne. Voilà, il y a une fois où j'ai été envahie par des commentaires agressifs. En fait, Instagram m'avait mis mon post en avant auprès d'une audience complètement différente de celle qui avait l'habitude de me lire. Donc je me suis retrouvée face à des gens, alors surtout des jeunes, qui sortaient de nulle part sans chercher à comprendre ma démarche. Donc c'était assez violent. Mais sinon, en règle générale, je dirais que j'ai pas à me plaindre, j'ai pas de haters, de commentaires violents, etc. Ça se passe plutôt bien. Les commentaires désagréables se comptent sur les doigts des mains, et pareil pour les messages. Il y a eu quelques années une collègue qui a été très très désagréable puis agressive, mais bon, ça s'est tassé. Et puis 3 collègues masculins qui ont eu une attitude déplacée, mais j'ai presque envie de dire que c'est déjà le cas dans la vraie vie malheureusement. Rien de surprenant de la part de ces messieurs, vous me pardonnerez. Et parfois je reçois des petits messages passifs-agressifs, un peu ironiques ou piquants. Donc je choisis soit d'ignorer, soit de répondre fermement en story. Ou des fois aussi je me dis j'essaye de voir de quelle façon ça peut me faire avancer. Donc là récemment j'avais une collègue qui me sous-entendait que pour une féministe j'étais un peu l'esclave de la maison. Donc je me suis dit tiens mais c'est une bonne idée ça, je vais en faire des petits posts sur l'organisation familiale et notre façon à nous de fonctionner, parce que c'est vrai que sur mon compte vous avez sans doute compris que je parle éducation au sens large, et le côté maman résonne chez pas mal, alors moi je dis pas abonnés, j'ai pas mal de collègues qui me suivent et qui me lisent, donc je partage aussi pas mal sur ce sujet, c'est important pour moi. Le désagrément que je rencontre le plus, c'est le plagiat. Donc je dois avouer que c'est vraiment pénible. Il y a d'abord eu cette histoire énorme d'une collègue qui avait repris plusieurs de mes documents pour les publier ensuite sur Twitter tout en s'en attribuant les mérites. C'était vraiment l'imposture incroyable. C'est des collègues qui m'ont averti. C'est une histoire hallucinante. J'avais passé toute la soirée quasiment en direct sur Insta à partager mes réflexions pour la réalisation de mon dépliant sur l'accord du participe passé. Et quelques jours plus tard, la collègue montrait à ses followers un document qui était vraiment le copier-coller du mien. On avait juste fait des changements au niveau du visuel. Et puis on a essayé les collègues lui ont parlé, ont essayé de lui parler, etc. Et au final, elle a fermé son compte. Et la même chose est arrivée ensuite à plusieurs reprises pour plusieurs documents. Et il y a même un collège privé qui a fait une publication sur son site pour vanter les méthodes innovantes d'une collègue de français, sauf que sur les 6 ou 7 jeux qu'elle proposait, il y a plus de la moitié qui étaient les miens que j'avais mis à disposition gratuitement sur mon blog. Donc j'avoue que je pensais vraiment pas avoir affaire à ce genre d'attitude de la part de collègues en étant sur les réseaux, mais en fait finalement je me rends compte que c'est très 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 courant, et je ne compte pas les fois où mes documents, les créations ou les idées sont repris sans que je sois mentionnée. Récemment on m'a appris que ma leçon à manipuler sur les figures de style avait beaucoup de succès, ça fait le tour des réseaux sous des formes diverses, mais je suis plus du tout mentionnée. L'origine de la réflexion a été perdue en cours de route. Pareil pour le bureau des conjugaisons. C'est un peu le même sort que subit la collègue Farfa des écoles avec son fameux code champion. Bon, je me dis ça signifie sans doute que les idées sont pertinentes, et puis d'autres élèves que les miens en bénéficieront, mais je reconnais que c'est un petit peu agaçant. D'ailleurs, au moment où j'enregistre, sachez qu'hier une collègue a fait une publication sur Facebook. On lui a dit que son document était vraiment très joli. En cours de route, elle a quand même oublié de mentionner que le document a été élaboré à partir du template que j'ai créé sur Canva. Bon, tant pis.
Vous m'avez demandé de parler des partenariats. Alors moi j'en fais pas énormément, mais conformément à la loi, quand je le fais, c'est indiqué dans ma publication. Je choisis des projets ou des marques qui me parlent vraiment, qui ont du sens par rapport à mes valeurs. Donc vous pouvez être sûr que je ferai jamais partie du club des maîtresses Temu, par exemple. Ça, jamais de la vie. Plus ça va, plus je refuse des propositions parce que je veux rester alignée. Et j'ai pas envie de présenter des produits que j'utiliserai pas en classe. Et puis, j'ai pas envie non plus de créer des besoins. Ça, j'ai remarqué qu'en fait, alors, pour vous dire, il y a une fois, c'était juste pour rire. J'ai fait une publication où je montrais que je nettoyais ma chaise. Parce que j'avais une chaise blanche, mais elle était dégoûtante. Elle était trop... elle était un peu marron, bref. Donc j'ai montré, pour dire que parfois il m'arrive de faire un peu le ménage, je fais pas toujours que des jolis documents sur Canva, où c'était une publication pour rire, mais je crois que j'ai jamais eu autant de demandes, de messages, de gens qui me demandaient quel produit j'avais utilisé pour que la chaise soit devenue aussi blanche. J'ai trouvé ça fou, et c'est vrai que parfois sans s'en rendre compte, oui, les gens nous demandent des références, c'est quoi ce collier, c'est quoi ce pull. Je me dis waouh, c'est pas trop pour ça moi que je poste, donc c'est assez étonnant. Et donc ce qui me plairait bien moi, c'est de pouvoir mettre en avant des petits créateurs, des boutiques éco-responsables, ce genre de choses là. Ça je me sentirais utile. J'aimerais bien, si jamais vous êtes concerné ou pas, il faut pas hésiter à me contacter. Parce que bon, quand je vois les grosses marques, le même livre ou le même sac partout, bon, je vois pas trop l'intérêt d'en rajouter. L'intérêt pour les gens. Donc pour résumer, je vous résume rapidement mes activités, d'influence, on va dire, c'est très vite fait. Je suis ambassadrice et créatrice de contenu pédagogique pour Canva, que j'utilise depuis 2017. Donc il s'avère qu'ils ont eu connaissance de mon travail et qu'ils m'ont demandé de collaborer avec eux. Donc j'ai accepté puisque ça venait juste officialiser ce que je faisais déjà un peu avant, à savoir les tutos, les explications sur l'utilisation du site, etc. Ensuite, je suis inscrite sur la plateforme Bilbo Kid qui met en relation des marques et des créateurs de contenu. Donc parfois, je réponds de façon positive à des propositions de collaboration pour des marques de jeux ou des livres. Et c'est via cette plateforme que j'ai connu le challenge Ma Petite Planète, que je trouve vraiment formidable et que je mets en avant régulièrement depuis 2 ans. D'ailleurs, à partir de septembre, je ferai partie de l'équipe des éclaireuses pour partager nos réflexions sur le sujet de l'écologie en classe. Alors, je suis super contente. Donc parfois, je suis contactée par des éditeurs pour recevoir des services presse. Alors, j'accepte très souvent. Par contre, c'est pas moi qui fais les démarches pour recevoir des services presse. J'ai fait une fois, il y a longtemps, pour faire comme les copines de l'époque, mais ça m'a mise très mal à l'aise. Donc je laisse les éditeurs me contacter et parfois je pose candidature. Vous savez, quand ils font des appels pour trouver des partenaires. Mais bon, ce que je préfère, c'est quand ce sont les auteurs eux-mêmes qui me font cette proposition, parce que j'ai pu échanger avec certains d'entre eux, que ce sont des personnes que j'apprécie particulièrement. Je pense par exemple à Karine des Parenthèses élémentaires, que vous connaissiez beaucoup, que j'apprécie vraiment énormément, ou Laetitia qui tient le compte C'est quoi ces insultes. Pour la petite histoire, histoire de vous faire rigoler, il y a quelques années, on m'a proposé de façon très très insistante un partenariat avec un coach sportif. J'ai dit non. D'ailleurs, l'approche était assez maladroite, c'était presque amusant. J'ai dû vraiment insister pour qu'on me... Je crois que je l'ai bloqué, le monsieur. Au bout d'un moment, c'était un petit peu trop insistant. Et puis, parfois, il y a des chaînes, je sais pas si vous avez vu ça passer, des gens qui demandent à s'abonner et en échange, il y a toute une équipe d'abonnés qui vont liker, faire des commentaires pour augmenter votre visibilité. Enfin bon, bref, un truc qui ne m'intéresse pas, mais sachez que ça se fait. Quoi qu'il en soit, je fais un peu comme il me plaît, je me sens pas obligée d'encenser les ouvrages que je reçois. À la fin, ça devient plus crédible, je trouve, quand on lit partout que le dernier livre sorti est un bijou, etc. Donc je montre en story ce que j'ai reçu, toujours. J'en parle un peu. J'en parle beaucoup si j'ai apprécié. Et si vraiment j'ai un coup de cœur, je fais un post. Par exemple, j'avais adoré Tous les gens sont beaux de Baptiste et Beaulieu. Je l'ai travaillé en classe. J'en ai fait une publication. Alors par contre, j'ai pas du tout été emportée par l'album suivant, J'ai 2 yeux pour voir. Donc j'en ai pas parlé, mais je pense que Baptiste n'a pas besoin de moi pour se faire de la pub.
Donc voilà, je pense avoir fait le tour des sujets de collaboration. Vous m'enverrez un message ou un commentaire si jamais vous avez des questions à ce sujet. Mais voilà, pour résumer, c'est réfléchi, en accord avec qui je suis et toujours en toute transparence en donnant mon avis sincère. J'en viens maintenant au cœur de la raison de ma présence sur les réseaux, ce que ça peut apporter à moi et évidemment aux personnes qui me lisent. Donc je dois dire que d'abord j'ai le sentiment d'être utile, et ça c'est quand même pas rien. J'ai le sentiment d'avoir un impact doux mais réel, et ça donne vraiment du sens à ce que je partage et à la manière dont je le fais. Je crois que ce compte, c'est une extension de ma salle de classe, une salle de classe sans mur, ouverte, bienveillante, imparfaite, mais au moins vivante. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques temps, une collègue qui me connaissait bien pourtant m'a reprise en story sur les fautes d'orthographe que j'avais laissées passer, et elle a été assez sèche et assez jugeante en me disant que ma place serait plutôt d'être formatrice pour les collègues. Et en fait, je crois en toute humilité que je suis pas sûre que je serais une très bonne formatrice. Et par contre, je sens que vis-à-vis des retours que je peux recevoir parce que je fais sur Instagram, ça visiblement ça apporte plus d'ailleurs que ce que je peux croire parfois. Et je sens que ce que je dis, ça peut résonner parfois, ça peut aider et provoquer des petits déclics chez certains collègues. Et donc je crois que c'est pas anodin. Donc, moi, ce que je veux transmettre, c'est l'idée qu'on peut enseigner avec le cœur, qu'on peut créer du lien même à travers un écran, et que l'authenticité, la créativité, le respect peuvent cohabiter avec les réseaux sociaux. Chacun à sa manière peut trouver sa place ici sans se trahir, je dirais. Et donc les retours que j'ai sont parfois surprenants. Je pense pas forcément à l'impact de ce que je dis ou ce que je montre. Moi je suis plutôt nature peinture, voilà, j'ai un truc à dire, je le dis, j'ai pas trop de filtres, je suis un peu comme les enfants. Et pourtant il m'arrive de recevoir des messages qui m'indique que mes mots résonnent, que ma pratique inspire ou ma façon de voir, et c'est pas du tout une histoire d'ego. Alors évidemment c'est agréable, hein, quand on me dit c'est beau, bref, on me fait des compliments, évidemment que je les prends et que ça me fait plaisir, je vais pas mentir. Mais Instagram c'est devenu un espace d'inspiration, mais aussi un espace de construction. Moi, ça m'a permis de poser des mots sur ma pédagogie, de prendre du recul, parce que je vous dis, je fais beaucoup de choses à l'instinct. Là, j'ai pris du recul, je grandis dans ma pratique. Et ce que j'aime, c'est l'idée qu'on travaille ensemble. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. L'idée que j'avance avec des collègues comme Léa, du compte Louvre-Lettres, ou Eléa, on réfléchit ensemble aux différentes façons d'accompagner nos jeunes, que ce soit en tant qu'enseignant ou aussi en tant que parent. Parce que voilà, j'en ai peu parlé jusqu'ici, mais mon expérience de mère résonne parfois chez les... Si j'en ai parlé tout à l'heure. Ça résonne aussi chez les personnes qui me lisent. Et pour moi, il y a un pont évident entre les deux. Et c'est surtout depuis que je suis maman que j'ai changé ma façon de travailler. Et d'ailleurs, quand on me parle d'influence, il est important pour moi de poser que si jamais je peux avoir une influence, c'est pas celle de faire acheter des livres ou des gommes qui m'intéressent, mais alors vraiment pas du tout. C'est vraiment de pouvoir faire réfléchir à l'importance d'accompagner nos jeunes, nos enfants, nos élèves, avec respect et bienveillance. Et si seulement je pouvais semer cette petite graine-là, ça serait vraiment une belle réussite. Je peux pas terminer ce podcast sans évoquer les rencontres que je n'aurais jamais faites sans les réseaux. Moi, peut-être ceux qui me connaissent savent que je suis d'un naturel peu lion, voire même un peu sauvage. Donc le virtuel me convient très bien. Mais je dois dire que j'ai fait de très belles rencontres. Alors d'abord grâce au réseau des nouvelles pédagogies qui m'ont permis de rencontrer des collègues dont j'apprécie le travail et la personnalité. Je pense par exemple à Alicia du compte Farfa des écoles et Marion, que vous connaissez sûrement du compte Livre pour Petiot, que j'ai rencontré en vrai. Voilà, entendre leur voix, partager leur expérience, les écouter,
J'ai été très très émue de les rencontrer, c'est vraiment des très belles personnes et si j'avais pas eu l'occasion de les lire sur Insta, je n'aurais pas pu avoir la chance de les rencontrer pour de vrai et j'en suis très très profondément reconnaissante. Et puis évidemment la plus belle des rencontres, ma sœur de cœur, mon alter ego, ma jumelle de cerveau, j'ai nommé Angélique du Compte et du Sens, avec qui j'ai créé le site des paillettes dans le cartable. J'ai envie de pleurer. Donc je pouvais pas rêver plus belle aventure et plus belle complicité. Et donc rien que pour cette rencontre-là, ça vaut le coup d'être passé par le virtuel. Donc en conclusion, je vois flou. En conclusion, je peux dire être prof sur les réseaux, pour moi, c'est une autre manière de faire ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire créer du lien, semer des idées, croire en ce qu'on construit ensemble, encore une fois. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager et surtout à m'envoyer un petit mot, à en discuter ensemble. Parce que, comme toujours, c'est dans l'échange que la magie opère. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.